Rolex est l'une des marques les plus luxueuses au monde, évaluée aujourd'hui à environ 10 milliards de dollars. Son histoire remonte à un siècle et a commencé avec un orphelin qui vivait une enfance déprimante. Avec pour seule force sa détermination à surmonter les difficultés, il s'enfuit de sa ville natale et s'installe dans un autre pays. Après quelques années d'efforts et de dévouement, il décide de suivre sa passion et ouvre une entreprise horlogère. Il était loin de se douter que cette entreprise l'amènerait à être le pionnier des montres-bracelets modernes, à changer toute l'industrie et à créer un empire d'1 milliard de dollars. Hans Wilsdorf est né à Kulmbach, en Allemagne, le 22 mars 1881, de ses parents Anna et Johann Daniel Wilsdorf. Il est le deuxième fils d'une famille de 3 enfants. Sa famille dirige une entreprise assez prospère, héritée de son grand-père, qui vend des articles en fer, les classant dans la catégorie moyenne. Malheureusement, sa mère tombe malade au cours des années suivantes et meurt en 1892. Pour couronner le tout, 1 an plus tard, son père décède à son tour, laissant Hans orphelin à l'âge de 12 ans. Désormais sous la garde des frères de sa mère, ses oncles décident immédiatement de vendre l'entreprise familiale et d'utiliser une partie de l'argent pour leur éducation en les plaçant tous les 3 dans un bel internat prestigieux appelé Ernestinum Coburg en Bavière, en Allemagne. Hans a très vite détesté cette décision et s'est mis à déprimer. Dans sa nouvelle ville, Hans est considéré comme un étranger et les autres garçons se moquent souvent de lui à cause de sa religion. Pour surmonter cette enfance difficile, il décide de se concentrer sur l'école. En grandissant, il a compris que même s'il n'aimait pas la décision de ses oncles, elle était devenue un facteur important de sa réussite. Nos oncles n'étaient pas indifférents à notre sort. Cependant, la manière dont ils m'ont fait devenir autonome très tôt m'a fait prendre l'habitude de m'occuper de mes biens et, avec le recul, je crois que c'est à cela que je dois une grande partie de mon succès. Hans aimait lire des livres et devint un élève assez brillant à l'école. Les matières dans lesquelles il excellait le plus étaient les mathématiques et les langues où il a appris le français et l'anglais. Il a toujours été curieux des voyages et savait que les langues seraient très utiles, ce qui finirait par jouer un rôle important dans sa carrière. À l'école, il se lie d'amitié avec un jeune Suisse qui lui raconte des histoires sur son lieu de naissance, le Chaux-de-Fonds, une ville située en Suisse et connue pour sa longue histoire dans l'industrie horlogère, ce qui intrigue beaucoup Hans. Un jour, Hans en a eu assez de son mode de vie et a quitté le pensionnat allemand pour s'installer à Genève, en Suisse. À l'âge de 19 ans, il a trouvé un emploi d'apprenti dans une société internationale d'exportation de perles. Cette société achetait des perles sur différents marchés et les triait, les classait et les conditionnait pour les vendre aux bijoutiers. Il a remarqué que l'entreprise ne créait pas grand-chose de nouveau, mais qu'elle réalisait tout de même de gros bénéfices. Là, il s'est engagé à apprendre leur tactique commerciale et a commencé à gagner beaucoup d'argent pour son âge. Un jour, Hans reçoit une lettre de son ami qui lui propose de travailler pour une entreprise appelée Kuno Korten. Kuno Korten est l'une des plus grandes entreprises horlogères de qualité de l'époque et exporte chaque année pour environ 1 million de francs suisses de montres de poche. Elle produisait également certaines de ses propres montres à partir de zéro. Cette entreprise de renom était basée à la Chaux-de-Fonds, l'endroit où il avait toujours voulu aller. Même si l'entreprise dans laquelle il travaillait déjà était plus avantageuse pour lui, sa curiosité pour l'endroit et le secteur de l'horlogerie était plus forte. C'est pourquoi en 1900, il a déménagé au Chaux-de-Fonds pour travailler dans cette entreprise. Il est engagé comme correspondant et commis anglais grâce à son aptitude à écrire et à lire l'anglais qu'il a appris à l'école et reçoit un salaire mensuel de 80 francs suisses. Il est également chargé de remonter des centaines de montres de poche chaque jour et d'en vérifier l'exactitude. Il a acquis une connaissance approfondie de l'horlogerie et de la production de tous les types de montres. Cependant, son séjour a été écourté. Après seulement 2 ans passés à Kuno Korten, il a dû retourner en Allemagne et faire son service militaire. Après son service militaire, à l'âge de 22 ans, il est parti à Londres, en Angleterre, pour travailler dans une autre entreprise de montres de haute qualité. Là, il se voit confier un rôle plus important et est désormais chargé d'augmenter les ventes de l'entreprise. Pendant les 2 années qu'il a passées là-bas, il a réussi à trouver davantage de clients pour l'entreprise et à augmenter ses ventes. À cette époque, il envisageait déjà de créer sa propre entreprise de montres et apprenait tout ce qu'il pouvait pour approfondir ses connaissances dans sa future entreprise. Au cours de ces années, il a également rencontré sa future femme, Florence Frances May Crotty.
et s'est marié peu de temps après. Un jour, Hans est assis dehors avec son beau-frère Alfred James Davis, et ils discutent de la vie et de leurs projets d'avenir. Hans lui dit qu'il se sent suffisamment sûr de lui pour ouvrir son propre commerce de montres, mais qu'il a juste besoin d'un peu de capital. Alfred avait l'argent nécessaire et savait à quel point Hans était passionné par les montres. Malgré son jeune âge, il tente sa chance auprès de l'Allemand et lui dit qu'il va l'aider dans son projet d'entreprise et qu'il est prêt à investir son argent. Ils se serrent la main et fondent en 1905 la société Wilsdorf & Davis Ltd, qui deviendra Rolex quelques années plus tard. Ils s'associent à une entreprise horlogère suisse, Hermann Hegler, et commencent à importer des pièces d'horlogerie du pays suisse vers l'Angleterre en les plaçant dans des boîtiers de montres. Ils ouvrent également un bureau à Bienne, en Suisse, pour favoriser leur partenariat dans cette ville. Peu après, ils se spécialisent dans la distribution de pièces d'horlogerie à des prix abordables. Même si Hans est un amoureux des montres, il y a quelque chose qu'il trouve désagréable dans l'industrie horlogère: les montres de poche. À cette époque, les montres-bracelets étaient surtout portées par les femmes, en tant que bijoux, et certains les méprisaient parce qu'elles n'étaient pas assez précises pour donner l'heure. Ces montres étaient beaucoup plus petites que les montres de poche, et se composaient de mouvements plus petits, qui faisaient régulièrement avancer l'horloge plus vite ou plus lentement que l'heure normale, en raison des détails petits et complexes des mouvements. C'est la principale raison pour laquelle les montres de poche étaient plus populaires à l'époque, et elles étaient considérées comme masculines, en raison de leur taille encombrante, et pour Hans, elles n'étaient pas pratiques à utiliser. C'était un peu gênant pour lui chaque fois qu'il devait mettre la main dans la poche pour voir l'heure, surtout lorsqu'il avait les mains occupées. Jusqu'alors, on pensait qu'il était presque impossible de créer la montre-bracelet parfaite, capable d'indiquer l'heure exacte en permanence et d'être utilisée tous les jours. Mon opinion personnelle est que les montres de poche disparaîtront presque complètement et que les montres-bracelets les remplaceront définitivement. Hans a prédit que, tôt ou tard, les montres-bracelets allaient devenir la nouvelle norme pour tout le monde et il s'est entièrement consacré à faire de cela une réalité. Il a passé les années suivantes à voyager dans de nombreux pays d'Europe et à rencontrer d'innombrables horlogers pour discuter des moindres détails des montres. Au cours de ces années, il a commencé à produire ses propres montres-bracelets à partir de l'année où il a fondé sa société. Une montre après l'autre, il s'est efforcé de créer une montre-bracelet de meilleure qualité et plus fiable pour les hommes et les femmes en appliquant ce qu'il a appris des autres horlogers au cours de son voyage. Peu après, son entreprise a commencé à prendre de l'ampleur et, en 1908, elle était déjà l'une des plus grandes entreprises de l'industrie horlogère en Angleterre. À ce stade, Hans souhaitait changer le nom de son entreprise pour un nom de grande classe, accrocheur et facile à prononcer, quelle que soit la langue. Le nom devait également être court, afin de pouvoir s'insérer facilement dans le cadran de la montre. Il a passé beaucoup de temps à combiner 5 lettres de l'alphabet pour trouver un nom, jusqu'à ce que Rolex voie le jour. Il sait immédiatement que c'est le nom parfait, et quelques jours plus tard, il enregistre le nom Rolex en tant que marque pour Wilsdorf et Davis Ltd. En 1908. Au cours des années suivantes, Rolex s'est fait connaître pour ses montres-bracelets de haute qualité et de nombreuses personnes fortunées ont commencé à l'utiliser. Mais peu de temps après, la Première Guerre mondiale éclate et de nombreuses entreprises, y compris des entreprises horlogères, luttent pour rester en activité et doivent même fermer leurs portes dans certains cas. Mais pas Rolex. Cet événement tragique n'a fait que renforcer la notoriété de l'entreprise de Hans grâce à ses montres-bracelets déjà très fiables. De nombreux soldats ont reçu des montres Rolex au lieu de montres de poche, car elles étaient plus faciles et plus sûres à utiliser. Elles leur permettaient également de mieux coordonner leurs attaques grâce à sa précision temporelle. À cette époque, l'entreprise s'est développée à tel point qu'elle employait 60 personnes en 1914 et disposait de grands espaces de bureaux ouverts à Londres. Pour renforcer sa crédibilité, Rolex avait déjà obtenu le tout premier classement de chronomètre de montre-bracelet en Suisse, suivi d'un certificat de précision de classe A, délivré par le Key Observatory de Londres. La marque est ainsi devenue plus digne de confiance. Cependant, tout n'a pas été rose pour Hans. En 1914, les Britanniques appliquent une taxe à l'importation de 33% à toutes les entreprises enregistrées en Grande-Bretagne qui exportent des marchandises au-delà des frontières internationales. Hans s'en inquiète beaucoup et déménage le siège de son entreprise de Londres à Bienne, en Suisse, afin d'éviter ces taxes.
Une autre raison de ce déménagement est la guerre mondiale. Les Britanniques commencent à détester les Allemands. Le nom Hans Wilsdorf était clairement allemand, et même s'il avait déjà enregistré Rolex en 1908, il utilisait toujours le nom Wilsdorf & Davis Ltd en Angleterre, ce qui était mal vu. C'est ce qui l'a amené à changer complètement le nom de sa société de Wilsdorf & Davis Ltd à Rolex Watch Corporation Ltd en 1915. 10 ans plus tard, Hans déposera également le célèbre logo de la marque Rolex, la couronne à 5 étoiles, qui figurera désormais sur le cadran des montres de la marque. En 1919, la société Rolex Watches Corporation déménage son siège social de Bienne à Genève, où il se trouve encore aujourd'hui. Désormais, l'entreprise se concentre sur la fabrication des mouvements horlogers à Bienne et les transporte à Genève, où elle vérifie soigneusement l'exactitude des mouvements, les termine par un design de grande classe et lance ses produits. C'est ici, à Genève, que Hans se met en quatre avec son équipe pour améliorer l'innovation technique de la montre-bracelet. Nous devons réussir à fabriquer un boîtier de montre si étanche que nos mouvements seront garantis en permanence contre les dommages causés par la poussière, la transpiration, l'eau, la chaleur et le froid. Ce n'est qu'à cette condition que la précision parfaite de la montre Rolex sera assurée. La patience et la détermination de Hans Wilsdorf ont fini par porter leurs fruits. En 1926, Rolex sort un nouveau modèle qui changera à jamais l'industrie horlogère, la Rolex Oyster. La première montre-bracelet véritablement étanche de l'histoire. Ce nouveau modèle était doté d'un boîtier très étanche qui protégeait de manière optimale les petits mouvements horlogers qu'il contenait, ce qui lui permettait d'être imperméable à l'eau. Hans savait qu'il s'agissait d'un produit révolutionnaire qui intéresserait certainement les gens, mais il décida d'attendre l'occasion idéale pour le présenter au monde d'une manière très créative. En 1927, Hans a entendu parler d'une femme de Londres, Mercedes Glides, qui prétendait être capable de traverser à la nage la Manche, une étendue d'eau de 20,5 miles qui sépare l'Angleterre de la France. Les gens ne l'ayant pas cru, elle s'apprête à recommencer devant des milliers de personnes, même si la température de l'eau est beaucoup plus froide. Hans a vu l'opportunité et l'a encouragée à porter une montre Rolex Oyster autour du cou. Après avoir nagé pendant plus de 10 heures, elle a été tirée de l'eau après avoir frôlé la mort par congélation et a réussi à traverser la Manche au 4/5 de sa longueur. La tâche n'a pas été couronnée de succès, mais la Rolex Oyster est sortie de l'eau en parfait état. Les gens sont devenus fous de la montre et Hans a suivi la publicité en payant une annonce dans le journal Daily Mail de Londres en rapport avec l'événement. C'est à ce moment-là que Rolex acquiert une renommée internationale en tant que montre révolutionnaire. Pour renforcer le battage médiatique, Hans a également commercialisé sa Rolex Oyster à l'intérieur de bols à poissons, avec de vrais poissons à l'intérieur, sur le présentoir de vente de chaque concessionnaire Rolex, pour que les gens puissent la voir lorsqu'ils passent devant. Cette stratégie géniale a fonctionné à merveille et les gens sont devenus accros à ces produits. À ce stade, Hans décide de faire beaucoup de publicité pour Rolex. Ainsi, en 1928, il travaille donc avec le mannequin britannique le plus connu de l'époque, Evelyn Leigh, pour promouvoir ses montres, devenant ainsi le premier mannequin féminin de Rolex. Et bien sûr, des images d'elle portant sa montre-bracelet à l'intérieur d'un bocal à poissons ont fait l'objet d'une publicité. La publicité ne s'arrête pas là. En 1933, les Rolex Oysters font à nouveau la une des journaux à propos d'un vol au-dessus de l'Everest, au cours duquel les membres de l'équipage qui portaient leur Rolex étaient très satisfaits de constater qu'après le vol, leur montre fonctionnait encore à 100%. Un autre exemple est celui du célèbre pilote Malcolm Campbell, qui, en 1935, a établi un record de vitesse d'environ 300 miles à l'heure en portant sa Rolex. Hans lui a demandé l'autorisation de le rendre public et Malcolm l'a accepté, refusant d'être payé. À ce moment-là, les gens ont commencé à percevoir Rolex non seulement comme une montre de haute qualité, mais aussi comme une montre-bracelet technique, fiable et digne de confiance, que tout le monde peut porter au quotidien. Seul un excellent marketing est nécessaire pour assurer le succès d'une entreprise. À cette époque, Rolex continue de fasciner les gens en présentant son nouveau modèle, la Rolex Oyster Perpetual, en 1931, qui est la première montre-bracelet étanche et à remontage automatique de l'histoire. Le modèle précédent, la Rolex Oyster, était une grande réussite,
Mais la difficulté résidait dans le fait qu'il fallait toujours remonter manuellement la montre, ce qui était d'autant plus difficile que son boîtier était très étanche. Il fallait dévisser la couronne de l'Oyster, la remonter, puis la revisser avec précaution. Créer cette montre automatique était un rêve que les gens ont essayé de perfectionner pendant des siècles, mais aucun n'a réussi, jusqu'à ce que Rolex le fasse. Entre 1934 et 1940, Hans a également produit quelques montres de haute qualité en dehors de la marque Rolex et l'a commercialisée sous son propre nom, mais cette activité a été abandonnée en raison de la haine que les marchés français, britanniques et américains éprouvaient à l'égard de l'Allemagne. Malgré toutes ces réalisations, Hans a encore eu des difficultés à pénétrer le marché et a dû travailler 2 fois plus dur pour créer une entreprise prospère en raison de son nom allemand. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Rolex a été durement touché. Il devient difficile et coûteux d'exporter des produits en dehors de la Suisse vers d'autres grands marchés européens. Hans est frustré par cette situation et, comble de malchance, une autre tragédie s'ensuit. Sa femme décède en 1944. En souvenir de sa femme, il a créé la fondation Wilsdorf, une organisation caritative pour des causes sociales. Il est à noter que peu avant sa mort, Hans a transféré 100% des actions de Rolex à la fondation Wilsdorf, qui en est toujours propriétaire et la contrôle à ce jour. Par conséquent, Rolex ne sera jamais coté en bourse, ne sera jamais vendu et ne paiera pas d'impôts car il s'agit essentiellement d'une organisation caritative. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rolex a commencé à prendre son essor et ce, de manière considérable. Pour vous donner une idée, en 1946, Rolex a vendu son 50 millième chronomètre Rolex certifié qu'elle a commencé à certifier il y a 20 ans. L'année suivante, en 1947, les ventes ont atteint le 100 millième chronomètre Rolex certifié, doublant ainsi les ventes des 2 décennies précédentes en une seule année. Son succès a été soutenu par son nouveau modèle sorti en 1945, la Rolex Datejust, la première montre bracelet étanche à remontage automatique à indiquer la date du mois sur le cadran. Ce modèle a été suivi par un autre modèle révolutionnaire près de 10 ans plus tard, la Rolex Day-Date, la première montre bracelet étanche et à remontage automatique à indiquer non seulement la date du mois, mais aussi le jour de la semaine. Ces types de montres sont encore visibles aujourd'hui, ce qui constitue souvent la norme en matière d'utilisation normale des montres bracelets. Au cours des années 50, Rolex n'a cessé de sortir une série de montres innovantes. La plus légendaire est la Rolex Submariner, lancée en 1953. Il s'agissait de la première montre bracelet étanche pour la plongée profonde, capable d'atteindre 100 mètres de profondeur dans l'océan sans dysfonctionner. Hans Wilsdorf est décédé en 1960. Après sa mort, Rolex a commencé à se présenter comme la marque de luxe qu'elle est aujourd'hui. L'entreprise a davantage axé son marketing sur une collection de montres exclusives, destinées aux personnes de la haute société, ce qui a fonctionné. Un autre facteur à prendre en considération est qu'en 1985, Rolex a commencé à fabriquer ses montres en 904L, un acier très résistant et coûteux, devenant ainsi la première montre à le faire, ce qui est l'une des raisons de leur prix élevé. Aujourd'hui, Rolex reste la marque de montre la plus connue au monde. Orphelin à l'enfance difficile, Hans Wilsdorf a suivi sa propre voie et est responsable de l'évolution de l'industrie horlogère vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Sa passion pour le design et l'innovation technique l'a placé sur la liste des hommes les plus influents de l'industrie et son héritage peut être vu aujourd'hui dans chaque personne portant une Rolex. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition.